Bonjour à vous, donc on va vous présenter un projet qui a été mené sur CATIA on the Cloud. Alors, quelle est l'origine du projet? Peut-être certains ont vu, déjà on sait que le 6 juin, vendredi, ce sera les commémorations du débarquement. Et donc il y a eu entre autres des émissions, dont une émission à Thalassa qui est passée vendredi soir. Et Dassault Systèmes était partie prenante dans cette réalisation, dans cette production documentaire, avec la volonté de recréer des maquettes numériques, à la fois du port d'Arromanches, les fameux ports artificiels de Mulberry, mais aussi des réalisations de maquettes numériques. Et c'est porté un choix de maquettes numériques emblématiques du débarquement, qui était la barge LCVP et le planeur, qui est moins connu, de la société Waco. Alors pourquoi ces véhicules? Parce qu'ils sont emblématiques et aujourd'hui ils n'existent pratiquement plus, malgré le fait que chacun est à peu près existait à 13 000 exemplaires. Donc il y avait ce besoin-là de reconstituer. Ensuite, la grosse problématique pour nous, c'est qu'on a eu très peu de temps, parce que pour produire les films que vous avez pu voir, vous pourrez voir sur Thalassa, en fait les tournages ont eu lieu en janvier. Et on a débuté, vraiment juste initié le projet en juillet-août. Donc vraiment, ça a commencé en septembre. Donc en 6 mois de temps, même pas, 5-6 mois, il a fallu produire des maquettes numériques quand même assez complètes. Et on verra l'explication très rapidement. Donc on fait appel à la société Processia. Et on va vous expliquer aussi pourquoi on a utilisé la méthode, la CATIA sur le cloud. Donc déjà, c'est bon. Donc déjà juste pour introduire les projets CATIA on the Cloud. Là, je vais juste illustrer avec quatre projets, d'autres témoignages clients. La première société, c'est Shop. Shop, ils font ce qu'on appelle du façade design, donc vraiment des structures qui sont en façade. Alors, ils utilisent aujourd'hui CATIA on the Cloud. Pour eux, la véritable performance, elle est dans le fait qu'il y ait une collaboration entre le chantier directement et le cabinet de design. Donc, ils sont amenés à se déplacer. Et donc, la solution on the Cloud leur va très bien. Ça marche en Wi-Fi, et ils arrivent à accéder aux données. Et malgré tout, ils bénéficient vraiment de la puissance de CATIA. Entre autres, ils font beaucoup de ce qu'on appelle le knowledgeware, de templates pour leur structure de façade. Donc ça, c'est un client qui aujourd'hui utilise massivement la solution on the cloud, même s'ils sont peu nombreux. Donc on rejoint vraiment cet esprit de l'aspect cloud, c'est bénéficier d'un serveur pour des petits nombres. Une autre société qui utilise CATIA on the cloud, c'est la société BHR. Je pense que vous avez peut-être vu une vidéo ce matin. Je ne vais pas m'étendre sur le cas. Ensuite, troisième société, c'est la société Guppel. Guppel fabrique des bus. Et eux aussi, ils ont vraiment un besoin de collaboration entre le design qui est fait à Augsbourg et la partie manuf qui est plutôt à Dresde. Donc pareil, le fait qu'il n'y ait qu'une seule base, que puisse passer de façon très simple les maquettes, il n'y a pas besoin de transfert de données, et aussi la possibilité d'ajouter des utilisateurs au fur et à mesure du projet. Donc voilà 4 témoignages vraiment qui aujourd'hui sont en production. Et donc, et le quatrième, je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà vu ce matin, je ne sais pas. Non. Donc Jens Paulus, qui est plus dans le track de designer. C'est un designer qui est tout seul, donc qui aujourd'hui utilise la solution on the cloud, tout simplement parce que comme ça, il n'a pas besoin de gérer ses données. Donc il y a un témoignage. À chaque fois, vous pourrez rejoindre, on verra comment vous pourrez... Il y a les témoignages avec les petits films. Bon, là, je ne vais pas passer les films, ce n'est pas forcément plus intéressant. Voilà. Et donc, le 5e projet, c'est ce qui a été mené.
Donc c'est nous. Donc d'abord, rapide présentation de la société Processia. Donc Processia, c'est une société de services, donc on ne vend pas de licence, et on ne fait du service qu'autour des solutions d'Assosystem, ce qui fait déjà pas mal en soi. Notre domaine, c'est l'expertise PLM, donc c'est accompagner les clients dans leur changement sur les solutions PLM, V6 et maintenant 3D Experience. Donc on est basé en France, Toulouse, moi je suis toulousain, et Paris, en Angleterre, au Canada et aux USA, qui en ce moment est en plein boom économique. Donc c'est une société qui a maintenant 14 ans d'âge et on est service intégrateur pour Dassault Systèmes. Donc c'est le plus haut niveau de partenaire de service. On peut déployer une solution V6 complète. Je vais prendre la souris, ce sera plus pratique. Oui. Voilà. Bon, les références clients, il y en a pas mal. Je pense que vous pourrez revoir les présentations sur le net. Ça va de petits clients, mais surtout des gros clients, parce qu'on fait des gros déploiements V6 en général. Alors, pourquoi Processia on the cloud? Pourquoi DS nous a appelés nous? Donc, elle avait besoin de notre expertise pour faire 2 maquettes, donc pas qu'une. Il y a eu le LCVP qui a été vu rapidement vendredi soir dans l'émission Thalassa, et le Waco qui est un planeur. Donc, si vous avez vu tous le jour le plus long, le film, vous les avez vus, ceux-là, c'est évident. On avait donc 2 missions, produire les maquettes et aussi faire un retour d'expérience à la R&D de Dassault Systèmes sur qu'est-ce que c'est que 3D Experience, comment ça marche, qu'est-ce qu'on en pense. Les moyens pour ça, un serveur géré par Dassault Systèmes. Alors je confirme que pour l'installation, c'est hyper facile. On vous envoie un lien internet, vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page de votre espace de travail collaboratif, vous cliquez sur votre app 3D, et là ça vous demande est-ce que vous voulez installer juste cette application-là ou toutes les applications auxquelles vous avez droit. Bon, moi comme je suis feignant, je fais tout de suite, je vais boire un café, je reviens, c'est installé. Donc c'est pratique, c'est eux qui s'occupent de tout. Et on avait 3 utilisateurs connectés au cloud, donc moi-même basé à Toulouse, soit au bureau, soit en télétravail, on est assez souple là-dessus, donc avec une box. Et les 2 utilisateurs qui ne connaissaient que la V5, donc les experts V5, et aussi en télétravail. Un en Angleterre et un à Paris. Donc on était vraiment dans des conditions normales avec des box, la petite boîte orange que vous avez chez vous, ou une autre marque, peu importe, pour que ça marche. Et on faisait des retours d'expérience en temps réel avec DS. Donc Fabrice peut en attester, on s'est souvent eu au téléphone, y compris quand on était aux USA en train de chercher des plans au fin fond d'une cave. Donc on a eu à faire en tant que tel un projet industriel. Alors j'ai mis ou presque parce qu'il y a quand même des petites choses qui nous ont surprises. On a appris des choses. En fait, on a fait de l'archéologie industrielle. On est loin du style là. On avait des objectifs clairs. Produire les maquettes. Ça, c'était clair. Avec un planning et un budget imposé. Le planning était imposé puisque le 6 juin, on a bien demandé à le bouger au 31 juillet, mais ça n'a pas voulu le faire. Donc on est débloqué au 6 juin. Par contre, on a eu des contraintes vraiment inhabituelles pour de l'industrie. Et là, on a découvert que entre les années 40 et 2010, il y a quand même eu des petits changements. D'abord, on n'avait pas de nomenclature. Elle a peut-être existé, elle n'existe plus. Donc, on est incapable aujourd'hui de dire exactement combien de pièces il y a dans le LCVP et dans le Waco. Donc, on s'est retrouvé des fois avec des pièces et on avait un énorme puzzle 3D. Là, heureusement qu'on avait le collaboratif. Surtout, pas de référentiel maquette 3D. Aujourd'hui, quand vous concevez tous, vous savez, quand vous faites un ensemble, où est votre pièce par rapport à cet ensemble. Vous êtes toujours en design contextuel. Vous avez votre position. Là, on ne l'avait pas. Donc, bien souvent, on prenait une pièce et on essayait de la monter là, non, ça ne va pas, là, ça va. Et ça a été une très, très grosse paie. Et aussi, la notion de qualité. Le LCVP, c'est un bateau en bois. C'est de la charpenterie de marine. Donc, il y a des plans, ils ont des cotes. Si à l'atelier, si sur la chaîne, ça ne va pas, un coup de rabot, ça se monte. Nous, on conçoit au micron. Il a fallu un peu qu'on change nos habitudes. En plus, c'était des inches impériaux. Donc, quand vous avez une cote où il y a marqué 2, 3, 4, 1,5, ça vous fait donc 2 inches, 3 pouces, 4 huitièmes de pouce et 1 demi de 1 huitième de pouce. Donc là, il faut... Au début, c'est un petit peu difficile, mais on y arrive. Donc là, les tolérances au micron, au dixième pour lisser des surfaces, on oublie complètement. C'est vraiment une autre mentalité. Là, on a quand même dû en faire des surfaces et on les a fait correctement. Pas le choix. Les réalisations. Donc voilà les 2 réalisations. Donc ça, ce sont des images faites on the cloud, avec la version standard. Donc avec, c'est toujours Real Time Rendering, le nom du produit, de l'app, pardon. Donc le Waco, qui est ici. Donc planeur où plus on a avancé dans le design, plus on était admiratif des gamins qui montaient là-dedans. Vous allez voir comment c'est fait. Franchement, fallait être fou, inconscient ou je sais pas quoi pour monter là-dedans. Moi, on m'offre un tour là-dedans, j'y vais pas. Ça, c'est clair. Et le LCVP, barge tout en bois.
Donc là, il y en a eu à peu près 14 000 de conçus et 24 000. Mine de rien, c'est énorme, les productions qu'il y a eu là-dessus. On va commencer par le Waco. Donc voici à quoi il ressemble. Basiquement, le Waco, c'est un plancher avec une sorte de structure nid d'abeille en bois. Dessus, une armature en tube soudé. Il n'y a pas deux tubes qui ont le même diamètre. En 3 parties. La cabine qui se lève, la partie centrale et la queue qui est vissée par 4 boulons, tout simplement. Au-dessus, des lattes en bois un petit peu partout, tenues par des élastiques ou des cordes. Et au-dessus, une peau qui est tendue. Les ailes sont en bois et les parties arrière sont aussi en bois intégral. Donc c'est j'ai fait bouger le truc. C'est quand même impressionnant. Le planeur de combat Waco, donc, il était fait pour transporter 13 personnes ou une Jeep ou un canon, au choix. Donc vous avez tous dû voir l'anecdote dans Le jour le plus long, où il y en a un qui avait blindé le sol et il s'était un petit peu craché. Les exigences étaient simples, il fallait une cabine ouvrante vers l'avant, que quand une Jeep sorte, c'est elle qui déclenche automatiquement la levée de toute la partie avant. Donc il y a tout un mécanisme dedans ça. Pas d'aluminium, tout ce qui était aluminium, métaux précieux, réservé à la vraie aviation de chasse ou réservé aux bombardiers. Donc des choses pas chères. Et évidemment, démontable pour être monté sur le champ de bataille. L'histoire dit que, enfin c'est une légende peut-être, c'était tellement compliqué à remonter que les dates de débarquement ont été reculées. J'ai lu ça, on n'en est pas bien sûr, hein, mais bon. Oui, ils ont, entre autres, les caisses, parce qu'ils ont été fabriqués, on le verra plus loin, aux US et envoyés en Angleterre. Et les caisses, lors du dispatch, il y avait sur différentes bases navales, il y avait qui n'avaient que des ailes droites, d'autres qui n'avaient que des ailes gauches. Enfin, c'était un vrai bazar au niveau du remontage. Les caractéristiques, donc, c'est quand même un planeur de 25 mètres, quand même, pour 14 mètres, c'est quand même un gros bébé. Mais c'est pas lourd du tout, ça fait 3,4 tonnes en charge, donc avec dedans 13 personnes. Donc c'était quand même très très léger. Hein. Vitesse maxi 210 km/h, j'espère qu'il ne les dépassait pas. Il paraît que c'était un enfer de bruit dedans. Il y a un jour comme ça entre la partie avant et la cabine. Ça devait siffler. Donc grosso modo, c'était lâché à 10 km de la cible. Puis c'était un crash contrôlé, quoi. Et pas plus. 14 000 Waco produits. Là où on a espéré au début avoir des plans tout à fait corrects, c'est que ça a surtout été produit par Ford. Donc Ford, société de voitures, donc quand même des process industriels. Tout de même. Eh bien, on a eu des surprises. On a eu des surprises. Donc voici le vrai. Donc c'est celui sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc on était en contact toutes les semaines au minimum avec c'est Joe Messacar. Joe d'un musée. Et régulièrement, on concevait des choses. Vous allez voir que les plans étant ce qu'ils sont, on leur envoyait des plans avec des cotes, et eux, ils allaient mesurer sur le planeur pour dire non, c'est pas bon, il faut modifier. Donc on a fait en théorie de la recopie de plans, mais on n'a pas arrêté de modifier le design. En permanence, on a tout remodifié. Ça a été tout le temps. Les données de départ. On a eu, et c'est pareil pour le SLVP, tous les plans qui existent sur la planète, tous les plans originaux. Il ne peut pas y en avoir plus. Donc environ 3000 plans. Les plans de détail de pièces unitaires étaient assez corrects, ça allait, on arrivait à s'en sortir. Les plans d'ensemble, là vous en avez un qui est pas mal. Il est normal celui-là, hein, et on n'a pas choisi le pire. Donc là vous avez la référence d'une pièce qui est à monter par là. Voilà, voilà. Donc là, heureusement qu'on a le 3D aujourd'hui et qu'on sait collaborer et tout ça, parce que c'était pas facile. Je pense qu'on a tous perdu 2/10 dans l'histoire. À peu près. C'était la nuit pour réaliser les plans. Ouais. Ça a été assez compliqué quand même. Hein. Ouais. Donc là, le fait de ne pas avoir de nomenclature et de ne pas avoir de référentiel 3D maquette comme on l'a aujourd'hui, ça a vraiment été très très difficile. Et d'ailleurs, nos courbes de production, parce qu'on se faisait des abacs de suivi de production, on voit bien qu'au début on patauge, on ne produit pas grand chose, puis plus on avait de pièces, plus ça s'emboîtait logiquement, c'est comme un puzzle, et plus ça allait vite pour monter. On a aussi eu de grosses incohérences dans les plans. Les quelques plans d'ensemble lisibles, déjà là vous avez des chaînes de cotes un peu bizarres, donc ça fait partie de la notice d'instruction de montage sur le champ de bataille. Donc vous avez des cotes qui partent de la tangence du patin de ski de dessous qui est fait pour tomber sur l'herbe jusqu'à l'arrière, donc c'est un peu curieux. Des cotes qui partent du point de montage, mais deux différents, rien de cohérent. Et si ici on monte 8 degrés 5 ici, 8 degrés et demi, ça c'est dans les 15 degrés, c'est pas 8,5, c'est complètement faux.
Bon, et pareil ici, on avait des cotes où, eh ben, quand on se repait ici, donc ici j'avais 18 inch 25, et là ça collait pas du tout la distance. Donc beaucoup d'interprétations et beaucoup de modifications en cours de design, ça n'a pas arrêté vraiment. Ça n'a vraiment pas été de la pure reconstruction du pur Lego. Ça n'aurait pas été drôle sinon. La méthodologie qu'on a employée, alors je ne veux pas diminuer 3D Experience, mais on est parti avec des utilisateurs V5, qui connaissent la V5, on a utilisé des méthodes V5 classiques, et on voulait voir aussi si un gars qui part de la V5 comme ça, sans quasiment formation, hormis, voilà, ça a été rentré dedans, débrouille-toi, y arrivait. Donc on s'est servi de méthodes classiques, ça a bien marché, avec d'abord une méthode squelette. Donc on avait un master modèle, un master produit DS, donc maintenant, qui comportait tout le squelette primaire, donc toute la structure du bâti tubulaire, les codes des ailes, le degré 5 de dièdre qu'on avait, ainsi de suite. Bien sûr, par contre, comme on était 3, le squelette, on l'a verrouillé. Donc c'est moi qui maîtrisais le squelette. Au début, j'ai fait l'erreur de ne pas le verrouiller, je ne l'ai pas fait 2 fois. Donc pas de souci pour passer de méthodes classiques que vous maîtrisez aux méthodes 3D Experience. Le modeleur, une fois que vous êtes dedans, c'est le modeleur. La seule surprise qu'on a eue, c'est qu'il faut quand même sensibiliser vos utilisateurs à ce qu'est une base de données. L'erreur qu'on a eue une fois, c'est une personne qui sort un assemblage, renomme toutes les pièces, le stock. Ah oui, mais c'est une base de données, donc tu viens de modifier toutes les pièces de tous les autres là. Donc il y a des petits conseils comme ça, c'est tout bête, mais il faut y penser. Pour le reste, bon bah, pas de soucis principaux. Donc, comment on a conçu ça? Première étape, ce sont les cotes, hein, tout le monde arrive à les lire, merci. On a fait en fait l'inverse du design d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un avion, ou une voiture d'ailleurs, c'est pareil. On conçoit les surfaces externes, donc pour un avion, ça vient de logiciels d'aérodynamique, donc on a soit des équations, soit des points, soit des courbes, soit des surfaces, dépendant de ce que l'aéro nous donne. À partir de ça, on tire des surfaces épaisses et on tire les cadres dedans. Là, ça a été tout l'inverse, on a remonté comme sur le champ de bataille. Donc on a d'abord conçu ce qu'on avait de mieux, c'est-à-dire toute la structure tubulaire. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas de tubes identiques, hein. Ils sont tous différents. Donc là aussi, j'admire les concepteurs de l'époque qui, avec leurs règles à calcul, arrivaient à faire ça pour que ça tienne en cas de crash. C'était quand même très fort, ils n'avaient rien. Donc là, c'est de la conception mécanique classique, sachant qu'on a joué le jeu, par contre, du PLM, on a conçu une pièce par tube. C'est une structure mécano-soudée, on a bien fait une pièce par tube pour bien avoir notre nomenclature à la fin. À partir de ceci, conception de tout ce qui était en bois par-dessus. Donc vous avez, grosso modo, des cadres en bois qui se rajoutent par-dessus, donc on n'a pas dessiné les élastiques. Pas le temps, on aurait bien aimé. Et des lisses en bois dessus. On retrouve une structure classique, sachant que par contre le cockpit est entièrement en bois. Toute une structure en bois vraiment très très complexe. Le Waco a la réputation d'avoir environ 70 000 pièces. Un avion de chasse, d'habitude, on dit que c'est 20 000. Il faut voir que le siège, rien que lui, c'est une centaine de pièces. Il y a des pièces, c'est juste un petit bout de bois coupé-collé. Tout est collé. C'est assez énorme. Donc là, aussi, l'un des bénéfices, bien sûr, de 3D Experience, ou de la V6, pour ceux qui la connaissent, c'est que quand on lit le cockpit, on peut dire je ne lis que certaines pièces, je ne charge que certaines pièces. On n'est pas forcé, comme en V5, de charger tout l'assemblage pour pouvoir travailler sur une pièce. Fort heureusement, sinon on ne s'en sortirait pas. Bien sûr, un avantage tout de suite de 3D Experience que j'ai eu, c'est comme on travaillait à 3, tous les soirs, j'étais capable de savoir ce que mes collaborateurs produisaient. Il me suffisait le soir de dire, voyons voir, Toto, aujourd'hui, il a produit quoi? Je pouvais savoir le nombre de pièces qu'il faisait, instantanément. C'est pas du flicage, hein, c'est pas le but. Hein. Il fallait qu'on sache où on allait quand même. Et ensuite, on a tiré de la peau. Donc on a fait comme la réalité. On a pris de la toile et on a tiré dessus. Et là, c'est vraiment l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui. Et il n'y a pas d'algorithme pour faire ça, ça n'existe pas encore. Je sais que c'est à l'étude pour les biens de consommation. Où il faut tirer la peau la plus tendue sur un réseau de tubes et de poutres, etc., etc. Ce qui donne des fois des choses assez surprenantes. Il y a honnêtement des zones par là où on n'avait pas vraiment de photos, on n'avait pas vraiment de plan, donc on a fait au mieux. C'est quand même excessivement compliqué. Donc tout le Waco, c'est juste une peau. Il y a même sur les photos, on voit des fermetures éclairs pour faire des passages pour avoir accès à certaines parties.
qui était tendu dessus. Donc du coton, tout bêtement. Et ensuite, rajout de tous les détails. Sachant que pour le Waco et pour le LCVP, on avait la même problématique. On avait les plans du constructeur, on n'avait pas les plans du moteur du LCVP. Il fallait les chercher, et puis on a eu plein des moteurs. On n'avait pas les plans des instruments, etc. Tout ça, on a dû mesurer directement sur la maquette pour pouvoir les reproduire. Là, il faudra les chercher. Si vous voulez refaire un chasseur de chasse type un Supermarine, vous pourrez avoir les plans du Supermarine. Par contre, les plans du moteur Rolls-Royce, il faudra le demander à Rolls-Royce. Ainsi de suite. Problématique industrielle classique, en quelque sorte. Là, on a choisi, le Waco, ça a été bien, il y a à peu près une seule version du Waco produite. Il y a eu quelques petites variantes, mais pas grand-chose. Donc on a fait le Waco avec le train d'entraînement temps de paix, si j'ose dire. Puisque temps de guerre, en fait, il y a d'autres roues qui sont fixées directement ici, et quand il décolle, il largue les roues. Mais en fait, on a aussi trouvé des photos de Waco dans le bocage normand avec ces trains-là. Alors on ne comprend pas trop. Ils ont pris un peu tout ce qu'ils avaient, il semble. Et je pense que tu peux le montrer en vrai. Voilà. Tu fais le commentaire ou... Oui. Donc voici le bébé. Tu as mis la cinématique dedans? Oui. Oui. Donc je ne sais plus combien d'instances on l'avait compté, je l'ai plus mis. Sachant que typiquement, bien sûr, l'aile elle est faite d'un cadre répété, l'aile est linéaire. Un cadre répété à satiété, il y en a je ne sais plus combien, c'est assez énorme. Voici. Et donc ça se montait bien comme ceci. Donc là, on a des petites rampes qui s'abaissent aussi pour faire rentrer la Jeep et pour sa sortie. Sachant que, bon, là, c'est pas représenté, mais il y a un câble qui court ici, qui est repris ici et qui était accroché au crochet de la Jeep. Donc c'est la Jeep en sortant qui ouvrait la cabine. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une... Quand je suis allé aux US pour les plans, on est retourné aux US pour refaire des hard copies, parce que ces grands plans d'ensemble, comme vous avez vu, en fait, c'était la pixelisation de la hard copy qui faisait que c'était de mauvaise qualité. Donc, on a refait à peu près pendant 2 jours, appuyé sur une visionneuse, sachant retrouver tous les plans et on communiquait quasiment tous les soirs. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas eu le temps de visiter. Non, on n'a vraiment pas eu le temps de visiter un des plus beaux musées aéronautiques du monde. Et donc, quelqu'un m'a dit qu'un des anciens responsables des archives était pilote de Waco. Et une fois, la Jeep était mal attelée et lors de l'atterrissage, la Jeep s'est détachée. Eux, ils sont montés comme ça. Et il a préféré arrêter donc d'être pilote de Waco pour devenir pilote d'essai chez Sikorsky en 1947. Au début des hélicoptères, il trouvait ça moins dangereux. Ça donne une idée, quoi. Donc effectivement, on va retrouver, peut-être je vais montrer le siège. Oui, le siège est intéressant. Ouais. Il y a double commande, il y a 2 volants. Oui, oui. Oui, tout est. Alors la version de base, non, et après ils ont mis effectivement les doubles commandes. Des bons gros volants. Ah oui, c'est robuste. Hein, ça fait plutôt automobile qu'aéronautique. Ouais. Inversement, il a des capacités de vol parce qu'on a refait l'aérodynamique. Et on l'a resimulé, et il avait quand même de bonnes capacités aérodynamiques. Et un ami ADS, qui est américain d'origine, son grand-oncle était pilote de Waco, et un des seuls à avoir fait un looping avec, 100 personnes dedans. Ah, je ne savais pas. Ouais. David Bonner, ouais. Mais qui n'a pas participé au débarquement. Alors vous voyez, ce siège-là, là vous avez une pièce, une autre pièce, évidemment elles ne sont pas symétriques. Une là, tout ça c'est des pièces de collage, tout ça c'est collé. Ouais. Il y en a des dizaines et des dizaines. Ouais. Et si on regarde les ailes, c'est pareil, c'est des petits bouts de bois collés sur d'autres petits bouts de bois. C'est vraiment impressionnant. Mais c'était pas fait pour durer. Et, ah oui, assez, oui. Et donc, effectivement, la société Waco n'avait pas les moyens de produire et même de concevoir et d'industrialiser. Donc c'est pour ça que Ford est intervenu
Alors pourquoi fort? Parce que c'est bizarre pour faire des avions en bois. C'est qu'en fait, à l'époque, il y avait encore beaucoup d'automobiles qui utilisaient le bois. Ils avaient donc ces gens-là qui servaient à rien. Enfin, et donc, ils ont produit des avions en bois. Sachant que beaucoup d'entreprises étaient donc dans l'effort de guerre. Entre autres, il y a des planeurs qui étaient faits, des morceaux d'ailes qui étaient faits par Steinway & Son, qui est un fabricant de pianos. Alors, le siège est à peu près large comme ça, c'est tout petit. Hein. Ouais. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, c'était confortable, non? Ça lui rêvait là, le dossier. Non, et en plus, c'est pas réglable. Donc, en fait, il était prévu un peu pour les grands, et les plus petits, mettez un sac de sable derrière. Donc, quoi, il y a pas de... Il y a des moyens innovants, des fois. Voilà. Donc ça, c'était le WACO. Le LCVP. Donc, Landing Craft. Donc, comme dit dans le reportage Thalassa, il y en a eu des dizaines de types différents, mais ça, c'est la plus emblématique. Hein. Véhicules et personnel. Donc soit on transportait un camion, une Jeep, soit on transportait, je crois que c'est 30 personnes. Une section complète. Ouais. Donc bateau en bois, intégralement. Donc c'est bien de la charpenterie de marine. Comme l'a dit Roosevelt, M. Higgins, c'est celui qui a permis de gagner la guerre. Parce qu'avant, il n'y avait pas de bateau qui permettait d'arriver sur une plage, débarquer le personnel, repartir en marche arrière tout seul, aller chercher le personnel pour ramener. C'était pas possible. C'est lui qui a inventé ça. Et M. Higgins s'amusait à tester son bateau en le lançant à pleine vitesse contre des pontons. Pour voir si ça tenait quand même. Hein. Costaud le monsieur. Les seules parties métalliques sont la porte avant, c'est là que ça arrivait, et les blindages sur les côtés. Histoire de protéger un petit peu les piou-piou qui étaient là-dedans. D'ailleurs, c'était un retour d'expérience, parce que le débarquement en Afrique du Nord n'avait pas de plaques, et ils ont mis les plaques après. Donc là, en France, nous avons un LCVP, entre autres, à 40 ans, qui est en fait le remontage de 2 LCVP, parce que quand on a vu les premières photos, on s'est dit, mais il n'était pas comme ça au début. Et donc, on a été le voir directement en Normandie, donc où il fait beau, comme vous pouvez le constater, tout de même. Et effectivement, on avait beau le savoir, quand on est arrivé dessus, quand on a soulevé les planches du fond, parce que tout est démontable, hein, effectivement, c'est bien des poutres en bois et de la grosse charpenterie de marine. Hein. C'est du costaud. Par contre, autant le WACO, la problématique, c'était avoir des plans lisibles, autant le LCVP, on avait des plans lisibles, mais un petit problème. Alors, avant ceci, oui, je voulais vous dire, le LCVP, il est toujours en service. Il y en a eu 25 000 de produits. L'armée française, la marine française, en a remis un en service en 2012, et ils s'en servent, je crois que c'est la Guadeloupe, à Fort-de-France, tout simplement pour aller visiter les petites îles avec les jeeps. C'est un moyen économique. Bon, ils ont dû se faire plaisir aussi à le remonter, je suppose. Mais c'est vraiment en service et ils s'en servent pour aller amener des jeeps sur les îles et contrôler sur les îles. Mine de rien. Donc ça a tenu longtemps, cette histoire. Alors le problème, c'est que là, on avait des plans lisibles. Là, pareil, on a eu tous les plans qui existent sur la planète. Malheureusement, la tempête Katrina en a détruit pas mal. Ils étaient stockés au sous-sol de l'Université de la Louisiane, qui ont été inondés. Donc il y en a eu pas mal de perdus, jetés à la poubelle bêtement. Le problème, par contre, c'est que le LCVP, lui, alors c'est dommage, on n'a pas eu le temps, ça aurait été intéressant d'utiliser les produits pour gérer les variantes dans Enovia, parce qu'alors là, l'histoire industrielle du LCVP, c'est complexe. On a commencé par construire la coque qu'on avait en plan, c'est-à-dire une coque à arrière rond, et puis latérale en 2 parties. Sauf que ça, c'était au début de la vie du LCVP, on ne le savait pas, parce qu'on n'a pas de nomenclature, on ne sait pas qu'une pièce est vivable de telle date à telle date. Et on s'est rapidement aperçu que, tiens, c'est marrant, sur les photos, ils sont tous comme ça, avec une coque pointue. Puis tiens, c'est marrant, la coque, elle est comme ça. Donc on a là aussi, on a commencé à concevoir le LCVP, on en était à quelques milliers de pièces, et on s'est dit, la coque, ça ne va pas, il faut la rechanger. Et là, on a changé la coque, on l'a changé 3 fois en tout, et que tout dedans a suivi. Alors la raison de ceci est très simple. Hein. Un arrière en 2 pans, c'est plus économique à produire qu'un arrière rond. Un flanc à un pan, c'est plus économique à produire qu'un flanc à 2 pans. C'est aussi bête que ça. Ça a toujours été dans le but de faire plus simple, plus pratique. Mais ça veut dire aussi que dedans, c'était différent. Donc on avait des plans sans nomenclature, difficiles à lire, donc on savait que dedans, il y a 4 raidisseurs principaux dans le sens longitudinal, et on avait des plans où on avait 21 pouces et demi, 21 pouces, pardon, 3 demi, non 3 quarts, ça doit être. 3 quarts, j'ai perdu l'habitude, entre les 2 raidisseurs, et d'autres c'était 28 pouces. On a fait celui à 28. Non, on a fait celui-là. Parce qu'on a déduit à la fin que c'était celui-là qui était plus tardif dans l'histoire. On a pu avoir une deuxième jeune plan qui nous ont validé. La poutre principale avant, alors c'est celle qui vient taper dans les obstacles quand on arrive sur la plage, était au début d'un seul tenant.
c'est celui qui a 40 ans. Ensuite, ça a été fait en 2 poutres, plus facile à produire, il n'y a pas de découpe à faire. Tout ça, ça a été en permanence. Donc on avait des milliers de plans, des milliers de pièces, et bien souvent, ce qui se passait, bah, c'est que quand on assemblait, ah, là, il y a un souci, c'était pas la bonne porte pour la bonne coque. Donc j'ai dénombré à peu près 3 coques différentes, 7 portes différentes, 7 axes d'hélice différents. Au début, on s'est dit l'axe d'hélice, il est constant quand même hydrodynamiquement. Non, non, il y en a 7 différents en fonction des différents moteurs. Je ne sais même pas combien de moteurs il y a eu là-dessus. Et ça influe sur l'intérieur. Donc là, les mêmes réservoirs internes qui sont en tôle pliée, soudée, ça doit être magnifique à voir en vrai. En fonction du type de coque, le système d'attache est complètement différent. Et là, on n'a pas fait les deux pour s'amuser, on a fait les deux parce qu'on a commencé par un pour s'apercevoir que c'est le système qui n'était pas sur la bonne coque. Ça a été sympathique. Il faut savoir aussi qu'il y avait une problématique pour produire 24 000 barges. En fait, il n'y a pas eu que Higgins, il y a d'autres sociétés comme Chris-Craft, je pense, pour ceux qui connaissent les bateaux de course, qui étaient aussi dans la liste. Et donc, avec un problème d'approvisionnement, parce que c'était en acajou. Alors, Higgins avait prévu en 1938, je crois, avec les événements dans le Pacifique, avec les Japonais, il avait rapatrié tout l'acajou des Philippines. Il était malin. Mais malgré tout, ça explique aussi des fois que des morceaux sur des plans sont en une seule partie, puis sur un plan après, ils sont en 2 parties. On ne sait pas trop si c'est parce que c'est des plans qui étaient faits chez Chris-Craft. Enfin, vraiment, la variabilité a été énorme. Tout à fait. Alors bien sûr, au niveau des méthodes, comme on était 3 concepteurs dans la même base de données, on s'était donné comme règle, si possible, quand on connaissait à peu près la position de la pièce, heureusement la position de ça on la connaissait, de concevoir les pièces en référentiel bateau. Donc on s'était fixé un référentiel bateau qui curieusement existe, on l'a trouvé dans un plan qui est par là, plusieurs mètres à l'avant du bateau, ça on n'a jamais su pourquoi. Et donc il suffisait tous les soirs de rassembler les pièces venant des différents collaborateurs, et c'est comme ça qu'on avait des petites surprises de cette manière-là, quoi. Je prenais ma coque, la porte faite par un autre, et ouf, il va falloir qu'on réagisse à ça. Donc est arrivé un moment où avec Fabrice, on a pris une décision. On a trouvé une photo de LCVP en juin 1944 en Angleterre. Donc là, c'est à Weymouth, ou Weymouth en français, si vous voulez. On en est sûr, il nous fallait un référentiel. Parce que la problématique, c'est qu'après, sur les photos sur Internet, les seules photos dont on est vraiment sûr, c'est celle de Robert Capa. Il y en a 4 où on voit l'intérieur du LCVP, mais ça ne donnait pas assez de détails. Et après, une photo, alors suivant un site, elle est dans le Pacifique, elle est en Normandie, elle est n'importe où. Donc la seule que l'on savait être authentique, c'est celle-ci, à cause du port de Parce qu'il y a beaucoup de photos sur les sites internet qui disent photos du D-Day, et en fait ce sont des plages dans le Pacifique. Il n'y a pas moyen vraiment de le savoir, quoi. Donc celle-ci, elle était claire, on avait le type de porte, flanc droit, coque à l'arrière en V, bon, nous on le reconnaît à force, pas évident à voir, pas de porte pour aller voir les réservoirs, le brise-lame arrière, les grosses tôles qui d'habitude étaient plutôt utilisées sur la côte pacifique et qui là étaient utilisées en Normandie, en général ils ne les avaient pas, au moins on s'est fixé cet objectif-là. De toute manière, à un moment donné, on s'est dit, quoi qu'on fasse, comme ils ont mis tout ce qui pouvait flotter sur la mer à ce moment-là, ce qu'on va faire, ça a existé. Le résultat, c'est une structure en bois, bien complexe quand même, hein. Donc là, vous avez alors, les gars qui faisaient les dessins à l'époque, quand même, c'était des artistes, hein. Il y a des dessins, celui-là, il n'est pas encore très beau, il y a des dessins, ce sont des merveilles, pour ceux qui aiment la mécanique, hein. C'est vraiment très très beau. Donc c'est bien de la structure en bois, avec des bonnes poutres et des vis un peu partout. Évidemment, la position des vis, c'est un peu ce que vous voulez, hein. Sur le montage, la vis, on en met 3 là, c'est bon, ça tient, hein. Ça, c'est pas coté. La méthode utilisée, bien sûr, bah, c'est du classique. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de V6, la duplication avancée. Donc, j'ai commencé par concevoir un cadre complet avec toutes ces pièces. Ça fait dans les 200-300 pièces avec toute la visserie. Et ensuite, il suffisait de dire, bah, je fais une duplication avancée de tout ça. Donc, je duplique tous les cadres en bois, je ne duplique pas les vis, parce qu'elles sont standards quand même. Et il n'y a plus qu'à dire, bah, la première pièce, je change son plan et tout suit. Alors, des fois, ensuite, il fallait repasser un peu les vis quand même. Mais c'est de cette manière-là qu'on génère tous ces cadres très rapidement. Et effectivement, comme dit dans le film Thalassa, il y a bien les vis. On les a faites. Ça en fait un paquet. On ne les a pas comptées d'ailleurs, il faudra qu'on les compte un jour. Ensuite, rajout de tout l'habillage. Alors, bah, il y en a quand même, hein, mine de rien. On n'a pas été jusqu'à mettre les bouées quand même. On aurait peut-être pu. On n'avait pas le temps. De tout l'habillage, donc les instruments avec les cadrans, etc. Le volant, ça on n'avait pas de plan, on l'a mesuré directement sur le bateau.
tous ces instruments-là, et tout le système d'ouverture de la porte avant, qui est quand même pas mal carabiné. Là, c'est pareil, hein. Le système de vérin pour remonter la porte, il y en a des tas de types différents. Ça a évolué, c'est de la folie. Et maintenant, on peut le montrer. Alors, je ne sais pas si on pourra en faire un 3D XML pour fournir aux communautés maquettistes de la planète. Ils attendent que ça. Hop. Je vais cacher le... Alors pour la petite histoire, les Américains avaient des moteurs diesel, les Anglais des moteurs essence. La différence, c'est que quand les Anglais se prenaient une balle dans les réservoirs à l'arrière qui n'étaient pas blindés, ça explosait. Donc là, on retrouve tous les... Bon, il y a aussi 5 types de quilles différentes. Oui, entre autres, on a pas mal discuté sur cette partie de quilles où en fait, on avait plusieurs plans, plusieurs types de quilles, et on a opté pour celui-là par rapport à la cohérence des plans que l'on avait et aussi par rapport à cette histoire des 7 axes de moteur. Si un fondeur veut nous refaire cette pièce-là, elle est superbe. Oui, mécaniquement, c'est vraiment de la belle pièce. Ça, on a les plans complets. On s'est longtemps perdu en conjecture sur ce trou oblong. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce trou oblong? En fait, c'était pour démonter l'axe d'hélice sur le champ de bataille. Il tournait complètement. Il pouvait tirer l'axe d'hélice à travers le trou. Au début, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je pensais que c'était pour de la cavitation, mais bon, vu la vitesse du bateau, c'était pas forcément vrai. Et donc ouais, vous avez aussi une particularité, donc deux dérives. Hein. La dérive marche avant, la dérive marche arrière pour sortir de la plage. Voilà pourquoi il y en a deux. Et donc effectivement, l'arrière qui après était en deux parties, alors qu'originellement, il faisait des arrières arrondis. Et en fait, je dirais, comme il faisait de la copie de plan, on a même des plans encore en 45 qui ont un arrière arrondi alors qu'ils n'en produisaient plus. Donc même dans l'incohérence des plans aussi, l'incohérence est quand même assez... On la retrouve pendant toute la durée du... Il y a un truc qu'on ne voit pas sur le reportage Thalassa, c'est un peu dommage, c'est qu'on a retrouvé des plans qui dataient du 6 juin 1944. Oui. Donc ça nous faisait un petit peu bizarre de concevoir des pièces de gars qui dessinaient au moment où d'autres étaient en train de débarquer chez nous. Ça faisait un petit truc bizarre quand même. Donc aujourd'hui, toute la structure est faite. Le moteur, c'est un moteur fabriqué par GM. Généralement, c'est un moteur diesel de temps. On en connaît les références. Bon, on n'a pas, pour le moment, pas trouvé les plans. Bon, donc là, on a un volume représentatif. Et là, il y a une équipe qui va continuer, parce que ça nous sert aussi de modèle de test, pour faire toute la tubulure, des pompes, des systèmes de refroidissement, parce qu'il y a tout un système de refroidissement, puisque c'est un moteur GM de camion. En fait, il a été marinisé avec un échangeur eau douce, eau de mer. Donc on a aussi tous les plans de ceci, donc ça va aussi nous permettre de faire la tubulure. Pour tout ce qui est tuyauterie, on a les plans de principe. Ensuite, à l'atelier, vous mettez le tuyau où vous voulez du moment que ça marche. Voilà. Après, le schéma électrique est très simple. Donc là, vous avez 6000 pièces à peu près à l'écran. Ah oui, il fallait que ça reste simple, hein, tout de même. Est-ce que vous avez des questions? C'est quoi les deux cheminées arrière? Mitrailleurs. Oui. C'est des post-mitrailleurs. Oui, il y avait deux mitrailleuses de calibre 30 qui se montaient sur un affût tournant. Alors en fait, ils passent par en dessous. En fait, hop, ce qu'on n'avait pas vu, ce qui n'était pas visible tant qu'on n'avait pas vu la barge. Alors c'est une particularité aussi du bateau de Higgins par rapport aux bateaux anglais. Les bateaux anglais ont leur mitrailleuse ici.
devant, ce qui fait que la largeur de la porte est vraiment étroite, ça fait un goulot d'étranglement, ce qui n'était pas très pratique lorsqu'en plus il y a des mitrailleuses en face. Donc l'avantage vraiment du LCVP, c'est vraiment la porte s'ouvre et les 30 personnes peuvent descendre le plus rapidement possible. Sachant que le positionnement dans LCVP, il y a le chef de section qui est ici, qui donc lui a accès au verrouillage de la porte. Et après, là, ce sont des hommes, on va dire, rapides, juste équipés de fusils et de grenades. Ils sont une dizaine. Et après, au fur et à mesure, on a l'équipement lourd, et en particulier, vers la fin, soit un mortier, soit le lance-flammes, soit les équipes de démolition avec des charges explosives, et ainsi de suite. Et donc, ils étaient 30. C'est assez serré, hein, 30, C'est pas très gros. c'est en bloc. Hein. Sachant que la mer a été démontée, il y avait des explosions de partout. Je me rappelle plus. C'est pas du 12,7 Oui, c'est dans les 1 50 cm. pouces, 50, ouais, C'est du 0,5. costaud. D'ailleurs, sur la barge de 40 ans, ils ne 12,7. le montent pas, parce que ça coûterait trop cher en carburant. Ouais, elle navigue un peu au-dessus de sa ligne d'eau. Ce qui est aussi pratique parce que l'étanchéité de la porte, elle est étanche. Mais Elle est étanche par la pression de l'eau, en fait. Il y a un gros boudin en caoutchouc, et c'est la pression de l'eau qui fait que le boudin s'écrase et ça devient étanche. Et donc là, l'avantage, c'est que comme ils sont un peu au-dessus de leur ligne d'eau, en plus, la porte, elle est bien en dessous. Donc voilà ce qui a été fait donc on the cloud, encore une fois, hein, et en télétravail. Donc moyens minimaux, si j'ose dire. Merci.